faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. On est le vendredi 28 mars, on est à un peu plus de 15 jours de la fin de la saison régulière et je suis avec Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va beaucoup parler de Los Angeles dans ce podcast. On va commencer par les Los Angeles Lakers qui ont connu une défaite crève-cœur cette nuit contre Chicago après avoir gagné au buzzer la nuit précédente face à Indiana. Jacques, les Lakers, ils ne sont pas du tout sur une bonne dynamique. Ils ont de gros problèmes de régularité. Je vais commencer par une question toute simple. Est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté les Lakers ces derniers temps? Peut-être pas toi. L'avis général sur les Los Angeles Lakers. Et d'ailleurs, j'en ai fait un peu partie au début de la hype avec Doncic. Moi, je pense que les Lakers sont toujours en situation, comme 7 ou 8 autres équipes, d'aller en finale de conférence. Tu penses que c'est si ouvert que ça, à l'Ouest? Vas-y, on va le faire dans l'autre sens. Memphis peut-il aller en finale de conf? Je commence par celui dont j'ai le plus de doutes, sur lequel j'ai le plus de doutes. Non, pour moi, non. Oui, ils peuvent quand même, ils sont 4-5e. Ouais, non, mais alors après, je te les enlève. Mais Memphis, Denver, Clippers, Warriors, Rockets, encore les Lakers, 6. J'en oublie un. Non, mais là, t'as le top 6, t'as le top 6 de la conférence, Houston, Denver, Lakers, Memphis, Clippers, et bien sûr Thunder. Mais cela... Oui, mais moi je rajoute là-dedans Minnesota, qui peut très bien aller en finale de conférence. Ils sont irréguliers, mais ils ont été capables de grandes perfs. Tu vois, là, ils sont 8e, ils gagnent leur play-in à Golden State. Et ils sortent le Thunder au premier tour des playoffs? Non, moi, j'y crois pas du tout. Ah non, mais je te dis pas, ceux qui vont être dans le tableau. Ah ouais, voilà. Ah oui, celui ici. Oui, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que la chasse à la place de numéro 2 est très importante. 2 et 3. 2 et 3, ouais. 2 et 3 est très importante pour être à l'opposé de Memphis. Et les places de 6 et 7 sont 6 et 7, oui, sont certainement plus confortables que les places de 4, 5 et 8. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense, pour en revenir à ta question initiale, que les Lakers, si à ce moment-là, LeBron, là, il revient. LeBron revient. Bon, il a pensé à parler très très vite après Indiana et de manière bruyante. Disons que 2 jours le lendemain ou quoi, il est rappelé à l'ordre par un panier qui tombe du ciel de Josh Giddey et une perte de balle assez brûlante dans le final. Donc, LeBron, pour l'instant, ne met pas dedans Exter. Regardez les 3 matchs de retour. 1 sur 13, à 3 points sur les 4 matchs de retour. Et ça fait maintenant un moment qu'on le suit. On sait que la dernière chose qui se met en place dans son jeu, c'est le shoot. Donc, les Lakers ne sont pas à leur maxi, là. Mais, alors, autant je ne les mets pas au-dessus des autres, autant quand on a Doncic, Reeves et LeBron, avec des joueurs comme Hachimura, Vanderbilt, Jackson Hayes, des joueurs qui peuvent sortir du banc et faire des trucs, l'éventuel retour de Maxi Kleber, enfin il y a des joueurs. Hachimura, c'est le seul d'ailleurs qui est absent en ce moment, et alors quand c'est pas Vanderbilt, c'est Hachimura, mais il y en a toujours un. Il y en a toujours un, mais ils sont presque au complet actuellement. Cette équipe-là a les moyens d'aller en finale de conf si elle n'est pas dans le tableau d'OKC, ce qui est à peu près le cas de tout le monde entre la 2e et la 8e place. Parce que moi, hormis les Kings et peut-être Memphis qui me déçoit beaucoup avec un Ja Morant plus que sur l'alternatif, je les mets tous dans le même panier. Ouais, j'avais pas compris, c'est vrai que ta première phrase où tu disais tout le monde, enfin ils sont tous capables, mais ça, oui. Tous en dessous d'OKC. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas tomber sur OKC et après, effectivement, tu peux jouer les finales de conférence. Pour moi, là, je suis un peu plus d'accord avec toi. À l'heure actuelle, ma vision de la conférence Ouest, c'est OKC à part. Et de 2 à 8, secouez-moi. Je mets pas les Kings, parce que Kings, Mavs, Suns, voire même Portland, sur un malentendu 3 faux témoins, se bataillent pour 2 places de 9 et 10. On a le top 8 à l'ouest, comme on va en parler, le top 8 à l'est. Même si là,
en ce moment, je trouve que Chicago et Miami sont en train d'élever le curseur très haut pour aller éventuellement enquiquiner Atlanta et Orlando, qui sur un match sont à la fois capables de faire des perfs étonnantes, mais qui sont capables de se faire cueillir, comme Orlando hier face à Dallas, ou Atlanta hier qui se fait attraper aussi de manière assez large d'ailleurs, par Miami. Par Miami, 122-112. Voilà. Mais pour en revenir sur les Lakers, tu es dans une phase où il faut gagner, bon, évidemment c'est toujours le cas, il faut gagner les matchs, mais sur cette fin de saison, les écarts sont très serrés. Tu perds 2 fois en à peine une semaine contre Chicago, c'est vrai, ouais, mais c'est pas normal. Même hier soir, tu as un 115-110 à 12 secondes de la fin sur la remise en jeu des Bulls. Les Lakers ont pas une vraie marge sur des équipes qui sont en chaleur. Chicago, depuis qu'il y a plus Zach LaVine, depuis qu'il y a bien sûr plus DeRozan depuis un moment, qu'ils ont remis en route avec Matas Buzelis, avec Giddey et surtout avec un Kobe White absolument fantastique, Niko Vucevic, qui, ça, on veut vous le donner, c'est un inside, mais il dit à à Rémi Reverchon, Niko Vucevic, il lui dit nous on a envie d'aller en play-off, de gratter un play-in, d'aller le plus loin possible, de faire durer la saison. Donc et il y a une bonne dynamique qui s'est installée. Ils ont trouvé une manière de jouer. Giddey, qui était limité à OKC, là il te fait un double-double, panier du milieu de terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est beau. L'autre il en colle le petit Kobe White là, il en met 35 à tous les matchs ou presque. Ils sont impressionnants aussi. Alors que les Lakers perdent un match ici, moi j'étais plus surpris quand les Lakers ont mis en route en gagnant de 15 points à Denver. Ouais. Ça m'avait surpris. Cette victoire a été un peu référence, mais ça s'est pas vraiment suivi ensuite. Après, il y a eu la blessure de LeBron. La blessure de LeBron, ça a cassé un peu. Ils ont enchaîné. Ouais. Et puis après, il y a eu un coup de moins bien. LeBron qui se blesse, Luka qui est un peu sur l'alternatif. Là, je trouve que Luka ne redéfend plus, que LeBron ne redéfend plus. Il va falloir que... tu sais, les joueurs ont besoin de se rassurer. Luka est en train de s'installer. LeBron revient. On sait que le shoot externe se met... Tu l'as constaté statistiquement, mais c'est tout le temps le cas avec lui. Tard en place, ça va revenir. Moi, je suis étonné de la progression d'un Jackson Hayes, que j'aimais bien du temps de New Orleans, qui était un peu instable. Le mec, il sait ce qu'il fait maintenant. Donc, les Lakers ont un potentiel, oui. Alors, il faut pas tomber dans l'idolâtrie. Il faut que LeBron se recentre un petit peu sur le basket, sur le basket. Oui, parce qu'il s'est un peu dispersé. Alors, c'est pas forcément de sa faute non plus. Il y a eu des déclarations, notamment de Stephen A. Smith. Oui, mais il est venu... Tu parles de quoi exactement? Parce qu'il y a eu la petite embrouille avec le journaliste. Stephen A. Smith parle d'un joueur qui est un joueur NBA, qui s'appelle LeBron James Jr. ou Bronny James. Il a le droit d'avoir un avis. Je vois pas ce que son père vient interférer en chevalier mal masqué. LeBron est un... je pense que si c'est que parler de Bronny, je peux comprendre l'épiderme du père, je peux comprendre LeBron, même si c'est pas indispensable. Si c'est parce que Stephen A. le met pas premier dans son classement des greatest of all time, c'est quand même bien con. Parce qu'il a pas toujours un avis, loin d'avoir un avis pertinent, Stephen A. Plus pertinent que d'autres. Oui, ça dépend, il est sur courant alternatif lui aussi, c'est comme Luka Doncic en défense, quoi. Oui, voilà. Mais enfin, il a une grande connaissance, il a surtout un gros impact, et quand le meilleur joueur de sa génération est de loin en plâtre, et de même plusieurs générations, en plâtre, le journaliste référence de sa génération aussi, ils peuvent le faire ensemble tranquillement dans un coin sans nous abreuver à nous de tout ça, quoi. Le calendrier à venir des Lakers, alors j'ai pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, mais il y a un enchaînement Grizzlies-Rockets qui arrive là, en back-to-back, Houston. Ensuite, Warriors, tu joues 2 fois au KC et tu rejoues les Rockets d'ici la fin de saison. Il y a un danger pour que les Lakers glissent peut-être encore au classement ou à minima perdent l'avantage du terrain au premier tour qu'ils ont pour le moment. Ils sont 4e. Oui. Memphis tape à la porte. Ils sont à égalité, il me semble. Attends, je regarde le classement. Il me semble qu'ils sont à égalité avec les Lakers. Ouais, c'est ça. Et ils ont 3 matchs d'avance sur 44-29, ouais, sur les Clippers. Et ils ont un peu de marge sur les Clippers, dont on va parler juste après. Attention quand même pour Los Angeles, parce que l'avantage du terrain au premier tour, c'est presque, je vais pas dire le minimum, mais ça ferait un peu mauvais genre de ne pas l'avoir. Tu sais combien était Dallas l'année dernière?
Ouais, je sais, mais il y a des exceptions. Attends, Ouais, l'année dernière. Je sais, Okay. je sais que tu veux me le Et dire. l'année d'avant, Miami, ils étaient combien? Ouais, bien sûr. Alors, 5e Dallas, on va le dire, parce que les gens ne le savent pas obligatoirement. 7e Miami en sortant 8e, c'est-à-dire qu'ils sont sortis au 2e match de play-in alors qu'ils étaient 7e et ils avaient perdu le premier. Non, mais c'est vrai que sur cette dernière saison, on voit que finir en haut du classement de la conférence, c'est pas forcément. Dans la bulle, combien étaient les Lakers? Ils n'étaient pas premiers, de mémoire. Ah, ils étaient bien. Ils étaient top 3. Ils étaient top 3. Ouais, quand je même. sais plus, mais ils enfin étaient bien bref, placés. Tu sais l'avantage du terrain, oui. Sur un match 7, les statistiques montrent largement que c'est important, mais dans la série, c'est bien rare qu'une série fasse pas le ping-pong, qu'une équipe sur les 2 premiers arrive pas à en prendre un. Donc on le rend, l'avantage du terrain. Moi, je trouve que les Lakers, cette victoire à Denver dont on parlait, elle leur a permis de ne pas se faire peur pour les playoffs. Sauf s'ils perdaient Memphis et Houston à la suite, mais je les pense capables d'en gagner au moins un des deux. Et je vais le dire, et Memphis en particulier, ils vont jouer le top 4, top 5, oui. Si on me dit ça il y a 2 mois, tu le prends, vous, tous les gens qui aiment bien les Lakers, vous le prenez. Donc, vous avez cru à la 2e place. Alors, c'est parce que les Lakers, on les voit 2e, on crie, mais les autres, ils avaient un demi-match de retard ou un match de retard. Ils n'ont pas eu beaucoup d'avance. Il n'y a jamais... Regarde la différence qu'il y a entre le 2e et le 4e, et entre le 4e et le 7e. Il y a les mêmes 3 matchs d'écart entre les Warriors et les Lakers. Alors oui, sur les 2 qui viennent, pour pas se mettre de pression du tout par rapport aux playoffs, ils ont besoin de faire au moins 1 sur 2 avec Memphis et Houston, parce qu'après, ils aborderaient les matchs contre les Warriors, contre Memphis et... Tu fais Memphis, Houston, et t'as les Warriors qui arrivent ensuite. Qui sont une équipe derrière eux. Ouais, donc tu peux sentir la pression. Heureusement qu'ils ne rejouent pas les Clips. Ils les avaient battus 2 fois dans la même semaine, avant le match à Denver d'ailleurs, ça remonte un peu. Et depuis, ils ont ce bas de laine. Mais les Clips, qui étaient à 5-6 matchs de retard, ils enchaînent là. Et ils n'ont pas été bien loin de placarder OKC. Donc c'est une des équipes les plus dangereuses de la Ligue en ce moment. Justement, on va enchaîner sur eux, mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'effectivement les Lakers, on les a vus peut-être un peu trop beaux à un moment, parce qu'ils ont fait 8 victoires d'affilée. Quand les Knicks sont 2e, tout le monde crie. Et moi, j'ai tendance à rester calme sur ces dossiers-là, tu le sais. C'est pareil sur les Lakers. Les Lakers 2e. Ah, ça y est, c'est le retour. Ça joue le titre. Oui, tu joues le titre de l'Ouest. Ouais, encore. Ouais. Dans le meilleur des cas. Il y en a qu'un qui est au-dessus des autres. Donc tu peux très bien être le 2e. Exactement. Voilà. Mais tu sais ce que disait Ayrton Senna sur le 2e? Que ça n'existe pas. Non, que t'es le premier des perdants, tout simplement. Voilà, oui. Surtout en boxe. Ah ouais, ça en général. Elle est pas mal. Bon, alors on enchaîne sur les Clippers, parce que à Los Angeles, il y a, c'est vrai, les Clippers qui sont sur une dynamique, alors peut-être pas opposée aux Lakers, mais qui sont vraiment sur une très bonne vague. 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Alors c'est peut-être pas seulement ça, mais pour avoir regardé pas mal de matchs des Clippers ces derniers temps, en fait, Kawhi Leonard, alors on le savait évidemment, mais il donne une autre dimension à son équipe dès qu'il est là, déjà dès qu'il est présent, et dès qu'il est bon, en fait, tu as l'assurance d'avoir un joueur à 25-30 points par match, avec un James Harden qui est déchargé un peu du scoring, la défense qui se concentre sur lui, et j'ai envie de te dire, même quand la défense est concentrée sur Kawhi, en fait, ça l'empêche pas de mettre ses paniers et souvent un très très bon pourcentage. Kawhi, tu as raison, est redevenu le Kawhi d'il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin quand il tournait bien. Il s'est physiquement refait et on espère pour lui que ça va durer. James Harden est exceptionnel parce qu'il il a été capable dans les périodes dures d'enfiler la cape de Superman, et il est capable aussi de gérer son équipe, d'accélérer, maîtriser le tempo, mettre des paniers, faire des passes. Ils ont passé l'absence de Norm Powell assez facilement, donc c'est une vraie recrue. Tyronn Lue, même si c'est entre 10 et 17 minutes, il a remis du Nico Batum, pas mal, le glue guy, c'est-à-dire le mec qui arrange tous
tous les rouages et qui remplit les choses que les autres font pas, ça a bien marché. Et puis il y a Amir Kofi, et puis t'as un Ben Simmons qui peut sortir du banc. Mais ça, l'effectif, il est extrément profond aux Clippers, c'est impressionnant. Il y en a un qui est très très bon cette année quand même, c'est Ivica Zubac. Zubac, ouais. Il est magnifique. Je crois que maintenant ils ont Eubanks en backup aussi. Non, c'est Mason Plumlee toujours. Je crois qu'il joue pas beaucoup, Mason Plumlee ici. Plus beaucoup. Ouais, je crois qu'il joue plus beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Ben Simmons qui change physiquement l'équipe, c'est-à-dire que tu as un joueur qui peut jouer 3-4 postes, voire 5. Et il monte très peu la balle aux Clippers. Voilà. Il est plus du tout dans ce rôle de meneur de jeu qu'on l'a connu à Philadelphie. Plutôt dans un point forward. Ouais, exactement. Dans un rôle de point forward. Nico fait son taf, ils ont des tas de solutions, ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer petit, et plus globalement dans cette conférence Ouest, où par exemple les Lakers et les Warriors représentent le danger maximum sur les postes d'arrière ailier. Les Nuggets représentent le poste 5 et le poste 1. Même si Porter Jr. peut mettre des paniers. Les Houston représentent de la force physique, de la puissance à l'intérieur avec Şengün et avec des ailiers très denses physiquement, Jalen Green, Amen Thompson, Dillon Brooks. Tu vois cette densité physique, Jabari Smith, qui sont construits différemment. Je crois qu'OKC a toutes les réponses. Il peut jouer très grand, avec les deux tours, peuvent jouer petit, avec Jalen et Jalen Williams et Kendrick Williams à l'intérieur, ils peuvent faire un tourbillon et jouer petit avec les Joe, avec bien sûr chez Gilgeous et tout ça. Les Lakers, eux, ont pas l'option grand. Les Warriors ont beaucoup d'effectifs aussi, mais un vécu qui va peut-être leur coûter cher. Les Clippers ont tout. Moi, je trouve que les Clippers ont quasiment tout en magasin. Je suis tout à fait d'accord. Parce que, attends, on n'a pas cité, moi, il y a un joueur qui me plaît beaucoup aux Clippers cette saison, dont on parle quasiment jamais. Jones Jr. Alors, mais non, que j'aime beaucoup, Chris Dunn. Chris Dunn. Je l'ai suivi depuis le début. Franchement, et alors, il me fait énormément penser. Miraculé. Il me fait énormément penser, tu vois, à ce que faisait un peu Caldwell Pope à Denver. C'est-à-dire qu'il met les shoots qu'on lui donne. Il en met un peu moins que Caldwell Pope de la grande époque, ok. Mais alors, qu'est-ce qu'il défend dur. Et aux côtés de James Harden, en fait, c'est parfait d'avoir un joueur comme ça. Et il bouche les trous quand même souvent. Tu as raison, c'est souvent lui qui monte les balles. C'est souvent lui. Alors, c'est un meneur combo. Il est très physique. Il s'était perdu à Minnesota. Après, il était pratiquement en passe de quitter la NBA. J'ai mal fait mon travail, mais je crois que Chris Dunn, en plus, il est drafté assez haut. Il y a quand même pas mal d'années déjà. Il est top 5, top 8 de la draft, il me semble. Faut que je check tout ça. Ah oui, mais oui, Chris Dunn, il était attendu comme un solide joueur en NBA. Ça a été un flop terrible. On est d'accord. Et là, il y a quand même, à la fin de sa carrière, j'espère que tout le monde lui tirera un grand coup de chapeau, l'effet Tyronn Lue. Hein. Ah ça c'est clair. Pour qu'un joueur soit bien dans sa peau. Cinquième par Minnesota. Voilà, en 2016. C'est un monsieur quand même quand il arrive en NBA. Oui, il est attendu. Il est à Minnesota. Il y a le projet avec Towns, Wiggins qui doivent être encore là. Oui, c'est ça. Ouais, ça doit être à peu près 2016. 2016, il y a Wiggins. Il y a Wiggins, oui, tout à fait. Mais non, mais tu vois, c'est Derrick Jones Jr., Ben Simmons. Enfin, en fait, il y a pléthore de joueurs. Kofi, Nico Batum. Exactement. Ouais. À l'intérieur, c'est Mason Plumlee, mais il n'y a pas Eubanks aussi maintenant. Je crois qu'il y a Eubanks, t'as Zubac, t'as Simmons, et puis Kawhi, Harden. Enfin, franchement, t'as 8 joueurs, 8-9 joueurs, une rotation facile. Tu peux faire jouer Kawhi en 3, en 2, en 4. Ouais. Tu peux faire plein de trucs. Cette équipe est dangereuse. Moi, je trouve que les Clippers peuvent vraiment faire un truc en play-off. Voilà, je le dis, il y a 3 équipes qui sont entre play-off et play-in, qui sont pour moi très dangereuses pour ceux qui sont devant. Ce sont les Warriors, les Clippers, et pas dans l'ordre, hein, les Clippers et les Wolves. Et on a très peu parlé aussi aussi de... les Wolves, là, ils se sont plantés en perdant 2 matchs à la con. Mais si tu leur rajoutes 2 matchs, ils sont play-off, hein. On n'a pas parlé aussi beaucoup de Bogdanovic. Tu disais, il y a Powell aussi. Enfin, t'as vu tous les joueurs qu'on on oublie de les... Bogey, alors lui... Il est arrivé lors de la trade deadline et il a apporté un truc. Il a remplacé Norm Powell quand il était blessé. Là, il est repassé 6e homme.
Mais oui, mais parce que c'est vraiment costaud. Parce que ces mecs-là savent jouer au basket, parce que Zubac, Harden, Kawhi, Powell, Nico, ça joue au basket. Amir Kofi, ça joue au basket. Bogdanovic, c'est un shooter fantastique. En plus, la présence de Zubac, même si c'est pas tout à fait, enfin c'est le basket slave, on va dire, ça lui fait du bien. Enfin bon, moi je suis à l'Ouest, je suis incapable de vous dire qui va aller en finale. Hein. On choisira quand on fera nos petits paris, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, je te confirme que Eubanks est bien aux Clippers. Tu te rends compte, ils ont quand même 3 big men. Alors ça veut dire quoi? Oh, mais il n'y en a pas un qui est aussi fort que Jokic, je suis d'accord. Mais si t'en passes 3 sur le mec, tu le fatigues. Tu peux donner des fautes. Tu peux, limiter les choses. Et c'est ce qui risque de manquer aux Lakers, ce combat de raquettes quand même en play-off. Et Mason Plumlee est à Phoenix en fait maintenant. C'est ça, Mason Plumlee il a switché. Et c'est Eubanks qui a... Exactement. Voilà. Ah oui, Mason Plumlee qui alterne avec... Il y a Iguodaro qui joue... Non. Ouais, c'est ça, Phoenix. Et puis maintenant, il y a surtout Nick Richards. Mais Phoenix qui en a pris une bonne, mais qui est resté sur 3 victoires de suite. Ouais, après, ça dépend aussi des calendriers. En fait, c'est extrêmement homogène. Les équipes moyennes, elles sont dépendantes du calendrier. Ouais, puis t'enchaînes 2-3 victoires, t'en perds 2-3, et puis il n'y a jamais vraiment de continuité dans les performances de toutes ces équipes, Phoenix, Dallas, Minnesota. Et ça, c'est des équipes qui vont sauter, enfin, pour moi, qui sauteront au premier tour des playoffs sans contestation, parce que tu peux pas arriver en playoff, tu vois, Minnesota, je sais que potentiellement ils peuvent faire un run, mais il manque trop de choses dans cette équipe. Et quand t'as pas les résultats tout au long de la saison, moi je suis toujours déçu par Minnesota, parce que dès qu'on se dit ça y est, ça se met en route. Ça se met en route, et en fait, non, ça se casse la gueule tout de suite. Cette année, oui, c'est une catastrophe. Mais il y a encore 3 semaines, un mois, là, ils ont enchaîné plusieurs victoires. On s'est dit, ça y est, ça commence. Vous allez voir. Encore Rudy Gobert est revenu. Oui, et ils ont enchaîné les victoires. Et quand tu regardes, j'étais le premier à le dire, moi, quand tu regardes leur calendrier, tu dis, ils vont plus en perdre jusqu'à la fin de saison. Ils se font attraper à la maison, ils se font attraper chez, entre guillemets, des petits. Ils sont pas sérieux. Ils ont perdu Dallas, je crois, aussi. Enfin, Dallas, avec Anthony Davis, ça redevient une équipe qui peut gagner des matchs, la preuve. Voilà, mais on va rendre un petit hommage aussi, c'est les play-in. Hein. D'ailleurs, ça a été repris par l'Euroleague, ça a été repris par le championnat de France. Les play-in, ça donne une animation à la bataille du top 6-1. Et à la bataille des 10, alors complet. Hein. Et entre les deux, il vaut mieux avoir l'avantage. Ce qui prouve qu'il a été fait, puisqu'on a les 8 de chaque côté. Justement, on a a priori les 8 de chaque côté. Pas mathématiquement, mais bon. Je reprends, c'est ça peut, évidemment, mais si Milwaukee perd tous ses matchs, ils sont dedans. Mais, bien sûr. Non, mais tu vois, oui, c'est vrai que donc, le top 6, ça laisse Cleveland, Boston, New York, Indiana, Détroit, Milwaukee, et donc pour le play-in, pour le moment, tu aurais Atlanta, Orlando, Chicago et Miami. Et bon, alors, j'ai l'impression qu'on a le même play-in chaque année à l'Est, parce que il y a 2022 et 2023, tu avais déjà Miami, Chicago et Atlanta, qui vont encore, du coup, y retourner. Pour le moment, donc, Atlanta et Orlando sont au coude à coude pour la 7e place. C'est les Hawks qui ont pour le moment l'avantage. Et puis Chicago et Miami, 9 et 10. Comment tu les vois, ces play-in à l'Est? Miami, là, avec cette 10e place, tu les penses capables de gagner 2 matchs à l'extérieur et d'aller chercher le... Miami, derrière le trade, a subi un contre-coup. Wiggins a l'air de se mettre en route. Hero a avalé, ils ont dû avaler le départ de Jimmy Butler. Bam Adebayo doit changer de rythme aussi parce qu'il était un peu endormi. C'est une équipe qui bataille, qui va pas être facile à prendre. Ils sont 10e à l'heure actuelle. Chicago gagne des matchs de partout et ils sont 9e. Et jusqu'à hier soir, le Magic et les Hawks enchaînaient assez bien. Donc le play-in va être relevé à l'Est, oui. Et alors je ne vois pas Cleveland. Cleveland traditionnellement souffre contre le Magic. Oui, puis ça avait donné une série très serrée la saison dernière, il me semble. La saison dernière. Cette année, le Magic vient d'aller gagner à Cleveland. Ouais, bien sûr. Donc, Cleveland n'a perdu que 5 matchs à la maison dans toute la saison. Donc, il y a un truc avec ça. Boston va cruiser quand même. Boston est au-dessus. Alors, si tu me dis, si c'était sur un match, mais sur une série, non. Le truc qui peut être très rigolo, c'est parce que les Knicks, avec la claquette de LeBron qui a donné le match aux Lakers contre Indiana, il a fait du bien aux Knicks. Il serait revenu à 2 matchs
les Knicks. Les Knicks officiellement qualifiés pour les playoffs d'ailleurs depuis cette nuit. D'accord, et probablement troisième Oui. s'ils font pas les ânes. Ouais. S'ils font pas les ânes. Si Brunson revient un peu aussi. Parce que Il doit revenir bientôt, la fin Jalen de semaine, Brunson. normalement. Comme Steph Curry, ça doit être ce soir aussi. Donc ça, ce sont des paramètres importants. Mais le Knicks Détroit ou le Knicks, parce que juste au-dessus de Détroit, il y a deux équipes, c'est Indiana et j'oublie... Ah bah c'est les Knicks. T'as Milwaukee est 6e, Détroit Non, 5e, non, Indiana 4, New York Donc, 3. Milwaukee, Détroit ou Indiana pour les Knicks. Voilà. Et ça fait un 3e, 6e qui est traditionnellement très difficile. Tout le monde attend plus ou moins le Indiana, Milwaukee, mais Moi pas trop, tu vois. avec la blessure de Lillard, Ouais, ça va. ça risque de compliquer un peu le dossier. Ouais, clairement. Et puis, non, moi j'aurais bien aimé, tu vas voir un À Indiana Détroit. Ouais, Indiana Détroit. Franchement, tu vois, année 2000, c'est mais Détroit, il y a une c'est vraie vrai. rivalité. Enfin, il y a Encore- encore une rivalité historique. Sans Jaden Ça- Ivey. Hein. Ouais, sans Jaden Ivey. Moi, je trouve que cette affiche Pacers-Pistons au premier tour, elle est quand même très très sympa. Pour peu qu'ils invitent, tu vois, du Ron Artest dans les tribunes et du Ben Wallace. Moi, j'attends que ça. Tu vois. J'aimerais bien voir Malice ça. at the Ouais, Palace. non, on va pas à refaire. D'ailleurs, il Non. joue plus au Palace, de toute façon. Donc, on est Non, tranquille. mais bon, enfin, la malice, on peut la faire partout. On peut la faire par Non, bah oui, il y a des playoffs, des play-ins qui s'annoncent très sympas. Et donc, à l'ouest. À l'ouest, c'est illisible. À l'ouest, en fait, on a quasiment les affiches, Et on mais a un on n'a pas, risque. on sait pas qui jouera à domicile, Voilà. mais tu On peux a être un sûr que risque tu auras de- normalement on a un- Warriors Minnesota ou Clippers Minnesota, et normalement Sacramento face à Dallas ou Phoenix, sauf si les Kings se crachent et, Alors ça, et c'est en terminent play-in. 11e. Ça, c'est en play-in. Ouais, en play-in, Au en play-in. premier tour des playoffs, tu peux très bien avoir un Lakers-Clippers. Bah, au moins, les déplacements là sont Oui. faciles, et je pense que pour les pour Lakers, la- tu aurais quasiment l'avantage du terrain toute la. Attends. Pas dans la nouvelle salle. Quand même. Ouais, tu penses? C'est différent, je pense, quand même, maintenant. Avant, oui. Mais Oui, bien sûr, avant, bien sûr. maintenant, à l'Intuit, ils sont en train de bâtir un truc entre le mur, The Wall, là. Ouais. Mais je pense que tu as quand même beaucoup de fans des Lakers dans la salle. Ouais. On verra, bah, faut voir. Mais C'est vrai bon, qu'on l'a pas trop testé. Ouais. Elle serait belle, celle-là. Hein, elle serait belle. Après, le 7e, si c'est par exemple Minnesota, ce qui est bien possible, hein, ou Warriors. Il y a un demi-match entre Ok, les deux. au premier tour, un Minnesota-Houston, tu donnes quoi? Quand je te dis qu'il y en a 7-8 qui peuvent aller en finale. Bah, en fait, tu as des inconnus sur Houston. Minnesota-Houston ou Houston-Warriors? Non, mais voilà, tu as l'inconnu Houston parce qu'ils sont tellement jeunes, ils ont pas l'expérience. C'est un jeu qui est aussi énergivore, Houston. En physique, oui. Est-ce que sur une série de playoffs, tu tiens le choc? Probablement, mais est-ce que aussi, tu vois, un coach comme Steve Kerr, il va pas rapidement, tu vois, trouver un peu la formule pour dérégler les Rockets? Parce que ce que tu fais sur un match ou deux, est-ce que ça va est-ce que ça va marcher sur 6-7 matchs? L'opposition, Steve Kerr, surtout, il va présenter ses produits, et son produit majeur, c'est Steph Curry, parce que ça soit à Miami ou à Atlanta, où ils ont lâché 2 matchs, il n'y est pas. Ils se font attraper. Même si Jimmy B est super en forme, même si Draymond Green redevient un candidat au Defensive Player of the Year et un joueur qui met des points et un joueur complet, il y a Steph Curry, quoi. Même s'il y a un effectif, que Kuminga est revenu, que Quentin Post est une bonne surprise, que tout ce que tu veux, que Buddy il fait une bonne saison, qu'ils font Podzemski, tout ce que tu veux, Moody qui a progressé, Kevin Looney qui est redevenu un joueur, ils ont du monde. Ils ont perdu Gary Payton là, jusqu'à la fin Oui. de la saison, mais c'est vrai que c'est un effectif aussi qui est Fin assez de costaud, saison beaucoup plus dense que Fin de celui saison des Lakers, régulière par ou exemple. playoff aussi? Est-ce que je Alors moi je crois que j'ai vu saison régulière. Saison Playoff, ils régulière, sont pas c'est- trop c'est avancés. un doigt, je crois. ou Ouais, quelque chose on comme sait ça. pas trop, mais tu peux rater peut-être le premier tour. Ouais. C'est pas dit. Voilà, mais écoute, c'est passionnant quand même tout ça. Ouais, puis on arrive dans la dernière ligne droite là. Là ça y est, on y est. Il reste 15 jours. 15 jours de saison régulière. 15 jours, c'est-à-dire 6 matchs, je crois. Non, un peu plus. Non? Ah oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, 2 matchs et demi par ouais c'est ça. 2 jours et demi par match. Ouais, en tu moyenne, t'enverrais 6-7 matchs, ouais, c'est ça, en fonction des équipes. en fonction des équipes. Ouais. Non, je voulais te demander un petit pronostic sur un truc des playoffs, mais j'ai rien. De quoi? J'ai pas pensé. Non, je voulais donner un pronostic, voilà, qui. Allez, vas-y, tes finales de conférence de chaque côté, là, à l'heure. À l'Est, la classique. Ouais, celui-là, là, c'est classique. Boston-Cleveland, ça semble évident.
même si je vais regarder bien attentivement, si les Knicks arrivent à passer le premier tour, la demi-finale de conf contre Boston, parce qu'elle va être sympa, et New York a quand même un truc avec eux, ils arrivent à les jouer. Et de l'autre côté... si ça reste comme ça, tu vois, t'as potentiellement Oklahoma Lakers en demi-finale. Donc, comment la potentielle, si ça reste, on prend les pronos, si ça reste comme ça, voilà, en l'état. Donc tu peux pas avoir si Lakers en finale de conférence. En l'état, je te dis ici. Et bien évidemment, quelqu'un qui n'est pas dans son tableau, et si dans ceux qui sont 2e, 3e, 6e ou 7e, il y a les Lakers, les Rockets, les Clippers ou les Warriors. T'as Houston, Denver, Clippers, Warriors. À l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle. Mais à la fin, je pense que Houston peut faire 2e. Et Houston a un bon profil de finaliste de conférence dans le cadre d'une progression très rapide. Mais sans ça, Warriors, Clippers, Lakers, les 3 vieux grigous là. Vieux grigou avec des emblèmes, LeBron a 40 ans. Oui, non, mais on a compris, bien sûr. Les Clippers aussi, c'est pas jeune avec Steph Curry, Harden et Kawhi. Green et Harden, Kawhi, même Zubac, c'est plus un premier communion quand même. Ouais, c'est quoi, il a 32, non je crois qu'il a fêté son anniversaire il y a pas longtemps. Je crois qu'il a 30. Ouais, 30. 31 grand max quand même. Il est pas vieux. Nico Batum, qui est un grand Sachem. Lui, pareil, c'est 37 cette année. Ouais. C'est les 88, ça. C'est comme Kevin Durant, comme Steph Curry, comme le Miami Heat aussi, et comme Charlotte Hornets. et comme mon fils Benjamin. Bon, merci coach, je te souhaite une bonne émission. Aussi. Un très bon week-end, tout le monde. N'oublie pas, ce week-end on change d'heure, il me semble, de la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Ça, je suis pas le plus grand spécialiste. Mais il me semble que c'est ça. Ce que je sais, c'est qu'on fait les Clippers à Cleveland dimanche soir. Au SNL, c'est bien sympa, et que toutes les nuits, il y a des matchs sympas. Exactement, et en ce moment il y a plein de buzzer beaters, donc on espère que ça va continuer. Et demain soir, je le fais aussi à 22h avec Fred Schwenker. C'est Cleveland, non, c'est Sacramento quelque part. C'est pas Sacramento, Portland? Je crois que c'est ça. Je vais te Si, je crois que c'est Sacramento, Portland demain qu'on diffuse, il me semble. À 22h? Ouais. C'est ça. Ah non, Kings Magic, pardon. Ah voilà, c'était Orlando. Kings Magic. Sacramento dans la difficulté face à l'attaque rugissante du Magic. Mais on va rugissante, pas toujours. Non, pas du tout même. Il faudra qu'on dise un mot du bon boulot de Chauncey Billups et de la belle dynamique qui s'est installée à Portland, où si ils font un recrutement aussi équilibré que ce qui a été fait par Ime Udoka et les Rockets, il peut y avoir une histoire un peu comme les Rockets. Parce que dans le potentiel, les Shedon Sharp, Scoot Henderson, ça y est, rattrape son retard dû à tout ça. Et puis on parlera peut-être lundi de cette... monstre du Loch Ness, pas monstre du Loch Ness, arrivée de la NBA, mais pas en 2026, donc déjà pas en 2025 et pas en 2026. Voilà, je pense qu'il y a des tas de choses à réfléchir. Donc ça va tu seras assez toi lundi. Ouais, il y aura des bonnes idées et aussi des très mauvaises idées à éviter, je pense, dans cette histoire de NBA en Europe. Qu'il y a des attraits et il y a des dangers. Oui, des gros dangers, des gros warnings. On en reparle lundi. Très bon week-end basket à toutes et à tous. Ciao. Ciao.